suis Catherine Laure, je suis responsable du sous-comité développement des compétences en littératie numérique des usagers de l'Axe TIC et Santé. Je suis consultante scientifique et présidente cofondatrice d'Immerscience qui offre des services de curation et de courtage de connaissances. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie de ma collègue Émilie Dionne. Donc, Émilie, que vous voyez présentement, est professeure associée au département de sociologie, Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Elle est chercheure, membre associée de l'OBVIA, co-responsable Axe TIC et Santé, réseau de la recherche en santé des populations, évidemment, et membre de la Société canadienne de sociologie de la santé. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ta présentation? En fait, seulement que je suis chercheur d'établissement à Vitam, qui est le Centre de recherche en santé durable de Québec, et est affilié au CIUS, la capitale nationale. Voilà. Je voyais que Vitam n'était pas nommé, donc parfait. Donc, pour tous, je vous rappelle les quelques directives. Donc, avant de débuter, je vous informe que la séance a été enregistrée et sera par la suite disponible sur la chaîne YouTube de TIC et Santé. À la suite des présentations, nous aurons une période de questions et d'échanges qui durera un bon 30 minutes. Donc, vous pouvez déjà préparer vos questions en lien avec l'infodémie. Je vais y revenir. Je vous invite à écrire dès maintenant et tout au long du webinaire vos questions pour nos conférencières dans le module « Questions et réponses » situé en bas de votre écran. Pour toute autre question, notamment technique, vous pouvez l'écrire dans le module « Converser ». Je vous informe que vous recevrez dans les prochains jours un courriel pour évaluer ce webinaire accompagné d'un lien pour vous abonner à une infolette de TIC et Santé dédiée et vous trouverez notamment des informations sur les prochaines thématiques que nous souhaitons aborder. Donc, sans plus tarder, je vous présente nos conférencières d'aujourd'hui. Nous avons l'honneur d'accueillir Ève Dubé, qui est anthropologue, et nous avons une invitée surprise aujourd'hui qui se nomme Doriane Etienne, et nous souhaitions avoir une discussion avec ces deux femmes qui s'intéressent à la santé et le numérique, entre autres, vous allez voir. Nous avons annoncé donc une présentation de Ève Dubé, et pour faire place à la relève, nous avons aussi une partie qui sera présentée par Doriane Etienne. Donc, Ève Dubé est anthropologue, vous la connaissez peut-être. Il y a eu plusieurs de ses travaux qui sont parus dans les médias au cours de l'année. Elle est chercheuse à l'Institut national de santé publique du Québec et au Centre de recherche du CHU de Québec. Elle est professeure invitée au département d'anthropologie de l'Université Laval. Elle est spécialiste des méthodes qualitatives. Elle oriente principalement ses travaux de recherche sur les enjeux culturels, sociaux et éthiques entourant la prévention des maladies infectieuses. En lien avec la pandémie de la COVID-19, elle mène différents projets de recherche qui visent à mieux comprendre les déterminants de l'adhésion des groupes et communautés aux mesures recommandées et l'influence des discours dans les médias traditionnels et sociaux à ce sujet. Et donc, c'est pourquoi nous l'avons invitée aujourd'hui à nous parler de tout ça. Doriane Etienne est notre coordinatrice et elle est aussi étudiante au doctorat en sciences cliniques et biomédicales à l'Université Laval. Elle a une formation initiale en santé publique et en marketing et communication de la santé. Ancienne chef de santé publique, puis en transformation numérique des organisations, elle s'intéresse actuellement à la conception, au développement et l'évaluation de solutions numériques centrées sur l'utilisateur. De manière plus large, ses intérêts de recherche sont la santé numérique, les politiques de santé, les développements et l'évaluation d'outils numériques, les méthodologies d'intervention et la communication en santé. Donc, elle va nous faire part de ses travaux aujourd'hui. Avant de continuer, donc, j'ai pensé faire une petite mise en bouche en vous parlant d'un peu qu'est-ce que c'était l'infodémie. Donc, j'aimerais vous lire juste un petit peu, avant de céder la parole à Ève Dubé, un texte qui est paru sur le site de l'Organisation mondiale de la santé en lien avec la COVID-19. Donc, je vous rappelle aujourd'hui, c'est un webinaire informatif. On est là pour se poser des questions plus que de donner des réponses. On verra bien où nos discussions nous amènent. C'est un webinaire qui se veut évidemment bienveillant. On n'est pas là pour être pour ou contre certaines mesures. On est vraiment là pour discuter de l'état des choses et de la recherche en santé publique. Donc, sur le site de l'OMS, on peut lire que la maladie à coronavirus est la première pandémie de l'histoire dans laquelle la technologie et les réseaux sociaux sont utilisés à grande échelle pour permettre aux individus d'être en
sécurité, informé, productif et connecté. Dans le même temps, la technologie sur laquelle nous nous appuyons pour rester connectés et informés permet et amplifie une infodémie qui continue à affaiblir la riposte mondiale et compromet les mesures de lutte contre la pandémie. Une infodémie est donc une surabondance d'informations, tant en ligne que hors ligne. Elle se caractérise par des tentatives délibérées de diffuser des informations erronées afin de saper la riposte de santé publique et de promouvoir les objectifs différents de certains groupes ou individus. Les informations fausses et trompeuses ainsi diffusées peuvent nuire à la santé physique et mentale des individus, accroître la stigmatisation, menacer de précieux acquis en matière de santé et conduire à un non-respect des mesures de santé publique, réduisant par la même leur efficacité et compromettant la capacité des pays à enrayer la pandémie. La diffusion d'informations fausses coûte des vies. La diffusion d'informations fausses coûte des vies. S'il n'existe pas un climat de confiance et si l'on ne diffuse pas des informations justes, la population n'utilisera pas les tests diagnostiques, les campagnes de vaccination ou de promotion de vaccins efficaces, n'atteindront pas les objectifs et le virus continuera à se propager. En outre, la diffusion d'informations trompeuses a pour effet de diviser le débat public sur des sujets liés à la COVID-19, d'amplifier les discours de haine, d'accroître les risques de conflits, de violence et de violation des droits humains, ainsi que de compromettre les perspectives à long terme de faire progresser la démocratie, les droits humains, la cohésion et la cohésion sociale. Donc, dans ce contexte, l'OMS et diverses organisations là, lancent un appel à tous afin d'élaborer et de mettre en œuvre des plans d'action pour gérer l'infodémie en favorisant la diffusion rapide d'informations exactes et invite les États membres à mobiliser, à écouter leur communauté au moment où ils élaboreront leurs plans d'action nationaux et à donner à ces communautés les moyens de concevoir des solutions et de lutter contre la diffusion d'informations fausses et trompeuses. J'ose espérer que nous profiterons de cette période de ce webinaire et de cette période de questions pour prendre la parole et se poser des questions et peut-être apporter des pièces de réponse à cette infodémie qui nous affecte tous. Donc, sans plus tarder, Madame F. Dubé, êtes-vous toujours là? Donc, je partage mon écran si ça va, Catherine? Oui, moi, si je vous laisserai la parole, si vous êtes prête. Donc, c'était un peu pour mettre en place qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui. Donc, je vous laisserai discuter, faire votre présentation, médias sociaux, intelligence artificielle et recherche en santé publique, les apprentissages de la COVID-19. Et ensuite de ça, quand vous aurez terminé, on parlera avec Doriane de ses résultats de recherche aussi, de son projet, en fait. Et ensuite, nous passerons à la période de questions. Donc, ça va, vous voyez bien ma présentation? Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler des travaux que l'on mène à l'Institut, entre autres, là, en lien avec l'infodémie, les médias sociaux et aussi l'adhésion de la population aux mesures recommandées. Donc, les objectifs de ma présentation, c'est vraiment de discuter, de réfléchir avec vous. Là, comme le mentionnait Catherine, je ne suis pas certaine que j'apporterai des pistes de solutions à l'infodémie, qui est quand même un problème complexe et relativement nouveau dans la sphère de la santé publique, cette surabondance d'informations-là. Mais quand même, je pense qu'on a certaines pistes avec les travaux que l'on mène depuis mars 2020 qui pourront nous aider à se positionner ou à apporter des solutions. Puis, je suis très contente que Doriane soit là aussi pour parler de ses travaux en lien avec l'information, comment bien informer les gens dans des situations complexes. Donc, ce que je voulais discuter avec vous, c'est vraiment la communication des risques, puis les conséquences sur l'adhésion de la population aux mesures recommandées, la montée des discours pour la montée des théories du complot, puis la polarisation que l'on observe, entre autres, dans les réseaux sociaux, puis les défis à relever de façon plus générale pour maintenir la confiance de la population envers la science et les recommandations de santé publique. Donc, d'abord, quelques éléments de contexte. Je présente, entre autres,
principalement sur les travaux que l'on mène à l'INSPQ, mais on entend beaucoup parler de la santé publique. Effectivement, la santé publique comme institution, elle est très présente là, dans nos vies depuis le début de la pandémie, mais ça représente différents organismes ou différents groupes ou différentes institutions qui n'ont pas tous le même mandat. Le rôle de l'INSPQ, c'est vraiment de fournir des données probantes, des données scientifiques aux décideurs qui vont prendre en compte ces données scientifiques-là dans l'implantation de recommandations, mais qui peuvent aussi considérer d'autres facteurs qui ne relèvent pas nécessairement que du scientifique, mais qui peuvent inclure des aspects éthiques, des aspects juridiques, des aspects de faisabilité, d'opérationnalisation des recommandations, etc. Donc, vraiment, nous, on peut présenter des données scientifiques, puis ensuite, les décideurs vont, à la lumière de ça, choisir d'aller de l'avant ou non avec certaines recommandations. Puis le rôle ou le mandat dans ce contexte-là, il est un peu différent de ce qui se vit dans la population. Donc, en santé publique, dans un contexte de pandémie, il y a toute la notion de l'urgence. Donc, c'est des situations inédites, urgentes, avec beaucoup, beaucoup d'incertitudes scientifiques. On a souvent entendu l'expression « on construit l'avion pendant qu'on vole » ou « on construit le bateau pendant qu'on navigue ». C'est réellement le cas. La science évolue pas au même rythme que l'on doit implanter des mesures et donc, forcément, on va se baser sur des données scientifiques incomplètes, partielles, évolutives, ce qui va faire en sorte que les décisions peuvent évoluer avec le temps, les recommandations peuvent changer quand il y a d'autres informations qui arrivent. C'est vraiment un contexte qui est très différent d'autres contextes où il n'y a pas cette notion d'urgence-là et où on peut prendre le temps que les études soient faites, complétées, réalisées pour prendre des décisions. Dans la population, bien, on sait qu'en contexte de pandémie, il y a toute une dimension de peur, d'anxiété, d'inquiétude. Il y a évidemment un bouleversement dans les habitudes, les comportements habituels, tout le mode de fonctionnement normal de la société. Puis, il y a un grand rôle qui est lié à la confiance que les gens ont envers les institutions, envers la science, envers le gouvernement, pour bien gérer cette situation inédite. Et évidemment, pour un même enjeu ou une même situation épidémiologique ou pour relativement les mêmes risques, les réponses vont être très, très différentes. Par exemple, au début de la pandémie, on a eu toute la saga entourant le papier hygiénique avec les gens qui avaient peur de manquer de denrées puis qui se ruaient dans les magasins pour se stocker des réserves, alors qu'au sud de la frontière, c'était une perspective un peu différente avec des gens qui allaient acheter des armes à feu pour se protéger. Donc, on voit que dans une même situation d'incertitude, d'inconnu, le contexte ou la société dans laquelle on vit va jouer grandement sur les réponses là, des groupes, des individus. Donc, la majorité de ma présentation va focuser principalement sur les comportements, les attitudes individuelles, mais je pense que c'est important de garder en tête qu'il faut toujours se situer au Québec, au Canada, puis que si ailleurs, les réponses peuvent être différentes. Donc, quand on parle d'adhésion aux mesures recommandées, je pense que c'est très important de prendre en compte la perception des risques. C'est un facteur crucial qui va jouer dans notre adoption de comportement en situation de pandémie, mais en situation normale aussi. Puis le risque perçu dans la population est fort différent du risque qui est défini en épidémiologie ou par les experts. Donc, les experts vont beaucoup se centrer sur la mesure de l'épidémiologie, les taux d'attaque, les facteurs de risque d'une maladie, pour mesurer objectivement le risque à partir de critères qui sont bien définis en épidémiologie. Par contre, dans la population, la façon dont on va percevoir ou interpréter un risque, elle est très, très différente, puis beaucoup plus liée aux émotions ou au contexte, à notre familiarité avec un risque, au caractère qu'avec les réels attributs de ce risque-là de façon scientifique. Je vous donne un exemple. Quand on pense aux risques perçus par les gens pour la conduite en automobile comparativement aux risques perçus pour prendre l'avion, on sait que la majorité des gens vont percevoir ou vont
considérer que le risque est plus grand en avion, entre autres parce qu'on n'est pas en contrôle, ce n'est pas nous qui est derrière le volant, comparativement à l'auto. Pourtant, dans les faits, il y a beaucoup plus de décès qui sont liés à des accidents d'automobile que des accidents d'avion. Par contre, les accidents d'avion, quand ils surviennent, sont très spectaculaires, très médiatisés. Et donc, la perception des risques, elle est fort différente pour ces facteurs-là. Donc, c'est un élément clé de la réponse des populations aux recommandations. Puis quand on a une perspective de santé publique puis qu'on cherche à communiquer ce risque-là, la façon dont on va le communiquer est très importante pour l'adoption des comportements. Et donc, ce qu'on veut, c'est moduler cette perception du risque-là pour que les gens soient mobilisés, répondent adéquatement. Mais il faut faire attention à la communication parce que ce qu'on ne veut pas, c'est générer une perception du risque trop élevée où les gens seraient très, très, très anxieux, percevraient peu de solutions efficaces, se mettraient à avoir très peur, puis pourraient arrêter de pratiquer des activités qui sont jugées à faible risque ou qui demeurent importantes. À l'autre extrémité, il ne faut pas non plus générer beaucoup, beaucoup de perception des risques, mais pas donner d'action à prendre en compte. Donc, si on dit aux gens, vous êtes en danger, mais il n'y a rien à faire, ça peut donner du fatalisme. Et donc, les gens vont être moins mobilisés pour prendre action. Ou, à l'inverse, si la perception du risque est trop faible, bien, les gens vont être plus insouciants. Donc, c'est vraiment de cerner la cible, de bien communiquer le risque pour motiver juste assez l'adoption des comportements, mais pas balancer d'un côté ou de l'autre, ce qui est un équilibre qui n'est pas toujours facile à avoir. Donc, ce qui m'amène à vous parler des sondages que l'on mène, là, nous, à l'INSPQ. Vous voyez le lien, donc les résultats sont disponibles, sont mis à jour à chaque 2 semaines là, sur la page dont je vous ai mis le lien dans le bas de la diapo. Donc, c'est des sondages web à partir d'un panel web que l'on mène depuis le 21 mars dernier. Au début, on avait 1000 répondants par jour et depuis juillet 2020, c'est 3300 répondants par semaine. Donc, on suréchantillonne pour avoir une représentativité pour 15 régions socio-sanitaires au Québec. Puis évidemment, on va pondérer les données pour tenir compte des différences et essayer que notre échantillon de répondants soit le plus représentatif possible de la population du Québec, sachant qu'il y a toujours des biais là, dans les réponses. Les résultats que je vais vous présenter doivent être compris avec les limites d'un sondage web. Donc, ce sont des échantillons non probabilistes. Les gens ne sont pas choisis au hasard, mais font partie d'un panel. Les taux de réponse à chaque période de collecte sont d'environ 10 %. Donc, c'est une limite importante de ces résultats-là. Par contre, la force des sondages, c'est le fait qu'on les a continués depuis maintenant 1 an et demi et qu'on a un très grand nombre de répondants. Donc, 3300 répondants à chaque point de collecte, c'est un nombre suffisamment important pour avoir confiance dans nos estimations ou dans les données que l'on produit, sachant qu'il y a toujours un biais aussi pour les gens les plus intéressés au sujet qui vont répondre, puis les gens qui sont moins intéressés peuvent quitter en cours de route le questionnaire. Et donc, je vous présente ici les réponses aux questions qui mesurent la perception du risque, dont je vais vous parler, qui est un déterminant important. Bon, il faut faire un petit exercice mental parce que c'est des données, les données de 2020 sont à droite de l'écran vers les données les plus récentes qui sont à gauche. Puis, ce qu'on observe pour les 3 facteurs, donc je me considère très à risque d'attraper la COVID. Je suis inquiet à l'idée d'attraper la COVID, puis je suis inquiet à l'idée de transmettre la COVID aux personnes de mon entourage. Mais ce qu'on voit, c'est que la perception d'être soi-même à risque, elle est plus faible que les inquiétudes par rapport à l'idée d'attraper ou de transmettre la maladie. Il y a un grand biais qui est lié à l'âge. Donc, on sait que la COVID a surtout été sévère pour les groupes plus âgés. Donc, là, on présente la donnée sur l'ensemble de l'échantillon. Si je vous avais présenté par groupe d'âge, on verrait que les 18-24 se considèrent très peu à risque comparativement, par exemple, aux répondants de 65 ans et plus. Mais ce qu'on voit, c'est que généralement, la perception des risques est élevée avec les 2 tiers des répondants qui sont inquiets par rapport à la COVID.
mais qu'elle tend à diminuer. Puis, dans les dernières semaines, cette diminution-là, elle était encore aussi relativement marquée. C'est principalement lié au succès de la vaccination. Donc, plus les gens sont vaccinés, évidemment, ça joue dans la perception des risques avec raison, parce qu'on reçoit le vaccin pour se protéger contre la maladie. Donc, on se considère moins inquiet de le transmettre, de l'attraper ou d'avoir des conséquences graves. Malgré tout, ça demeure quand même élevé si on compare à d'autres maladies pour lesquelles on a un vaccin, par exemple, où les perceptions des risques sont beaucoup moins présentes dans la population. Ici, je vous présente une autre variable de ces sondages-là, qui est un score d'adhésion à 3 mesures recommandées pour prévenir la COVID. Donc, on a fait un score pour avoir une idée globale ou générale de l'adhésion de la population aux recommandations de la santé publique. Pour suivre dans le temps puis à travers différents facteurs cette adhésion-là. Donc, les questions qui font partie de notre score, on mesure l'adhésion à l'ensemble des mesures recommandées, mais on suit ces 3 mesures-là de plus près parce que c'est intéressant d'avoir un point de vue, un sommaire un petit peu de l'adhésion. Donc, c'est toujours se laver les mains, toujours pratiquer la distanciation physique, donc le 2 mètres ou le 1 mètre maintenant en société, puis éviter les rassemblements privés. Évidemment, au début de l'été, il y a eu des changements dans la recommandation où on a mis le nombre de 10 personnes pour les rassemblements privés intérieurs. Donc, on a ajusté notre question. C'est la flèche rouge que vous voyez, ce qui a fait en sorte de réaugmenter le score d'adhésion parce que probablement plusieurs personnes se réunissaient à moins de 10, donc ne respectaient pas toujours la mesure. Une fois qu'on a ajusté notre recommandation, on a vu le score passer de 33 % à 37 %, puis ensuite descendre au fil des semaines. Donc, pour la période du 20 août au 1er septembre, on est à 32 % de nos répondants qui disent respecter toujours ces 3 mesures-là. Donc, ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que bien, il y a une diminution de l'adhésion au fil du temps, possiblement aussi due à la vaccination, puis que c'est le score le plus faible. Là, j'ai présente les données à partir du 2 octobre de 2020, mais quand même, quand on regarde l'été dernier, 32 %, c'est le score le plus faible que l'on observe là, depuis le début de la pandémie. Ici, c'est une autre question qui sonde un peu la perception globale des gens par rapport à la pandémie. On voit que les lignes fluctuent beaucoup, mais c'est une mesure globale, la perception de l'évolution de la crise. Donc, est-ce qu'on considère que le pire de la crise est derrière nous? Est-ce que le pire est à venir ou nous vivons présentement le pire de la crise? Puis là, on remonte jusqu'à l'été dernier. Puis on voit que ça a fluctué au fil du temps avec le pic de l'optimisme au début du printemps ou en mai-juin cette année, avec 87 % des répondants à ce moment-là qui considéraient que le pire était derrière nous. Là, on voit une tendance à la baisse là, avec les annonces de 4e vague, de variant Delta, etc. Puis ce qu'on voit en lien avec la présentation aujourd'hui, c'est que les perceptions, l'adhésion aux mesures, la perception du risque, c'est aussi très, très lié au contexte médiatique ambiant. Il y a un rôle important de ce que disent les journaux, la radio, la télé, sur la perspective et la perception des gens et aussi leur adhésion aux mesures. Donc, là, je vous ai mis la ligne simplement pour le pire est derrière nous. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand même à l'été dernier, avec la diminution des cas, les assouplissements dans les mesures, il y avait quand même plusieurs personnes qui considéraient que le pire était derrière nous. Puis cette proportion-là, elle a diminué beaucoup à l'automne avec la 2e vague, durant le temps des fêtes, avec les manchettes sur la fatigue des soignants, sur les risques des rassemblements à Noël. Puis le 2e confinement, le reconfinement ou le maintien du confinement aussi. Puis en février-mars, avec la réouverture, le fait que certaines régions sont passées à l'orange dans le code couleur, le début de la vaccination aussi, on a vu un pic d'optimisme qui est rapidement redescendu avec la 3e vague puis la reprise de mesures pour remonter à l'été. Puis là, on voit que cette proportion-là commence à diminuer, donc avec l'arrivée de la 4e vague, comme je le disais, puis du variant Delta.
Quand on met ensemble les différents items ou les différentes questions qu'on mesure, on voit aussi que c'est variable dans la population ou parmi les répondants, puis que les perspectives, les perceptions du risque, l'adhésion aux mesures, les attitudes par rapport aux mesures recommandées varient selon des facteurs sociodémographiques, mais aussi beaucoup liés aux attitudes ou aux croyances plus globales. Donc, on a fait un archétype ou différents profils de répondants. Évidemment, c'est une représentation pour aider ou outiller par rapport au message à transmettre. C'est un portrait ou une caricature un peu de ce qui se passe dans la population, mais ça peut nous permettre de comprendre aussi toutes les différences que l'on observe là, autour de nous dans l'adhésion aux mesures ou la vision de la pandémie. Donc, d'un côté, on a un groupe qu'on a nommé les mobilisés, qui représentent un petit peu moins que le quart de la population, qui sont des gens qui n'ont pas une perception des risques de la COVID très, très élevée, mais une perception qu'on pourrait dire qui suit un peu la situation épidémiologique, qui vont adhérer à l'ensemble des mesures et puis qui vont être aussi en faveur des recommandations, mais qui ne sont pas très, très, très inquiets comparativement au groupe des craintifs. Donc, ça, c'est un groupe qui représente le tiers des répondants. Là, eux aussi vont suivre les mesures, vont être favorables aux mesures, mais vont être très inquiets par rapport à la pandémie. Donc, c'est le groupe qui vont s'opposer, dans le fond, aux assouplissements ou souhaiter davantage de mesures ou s'inquiéter par rapport au système de santé. À l'autre bout du continuum, on a un groupe qui représente 13% des répondants qu'on a appelés les opposants. Donc, c'est des gens qui ont très peu peur de la pandémie, qui se considèrent peu à risque, qui ont des attitudes généralement assez défavorables par rapport aux mesures et ce sont eux qui ont la plus faible adhésion. Un autre groupe qu'on a appelé les récalcitrants, c'est un peu la même chose. Par contre, leur attitude par rapport aux mesures est moins négative si ce n'est qu'ils ne vont pas y adhérer eux-mêmes. Puis on a un 20% au milieu du spectre qu'on a nommé les critiques. C'est des gens qui vont remettre en question les mesures, mais quand on regarde leur adhésion ou leur comportement, mais ils vont quand même s'y conformer. Donc, je pense que ça l'aide aussi de voir comment les attitudes ou les perceptions individuelles vont jouer également sur l'adhésion aux mesures, puis ce n'est pas uniforme dans la population. Donc, pour en venir plus en lien avec le thème aussi de la conférence, bien, je vais vous présenter un autre projet qu'on mène qui est directement lié à l'infodémie, que Catherine a bien défini là, en début de présentation. Donc, c'est vraiment une surabondance d'informations. Ce n'est pas nécessairement que de la désinformation, ça peut être de l'information valide, correcte, fondée sur des preuves scientifiques, c'est le fait qu'il y ait trop d'informations et que parfois ces informations-là peuvent être contradictoires, qui va générer cette épidémie d'informations qui va faire en sorte que pour certaines personnes, c'est très difficile de s'y retrouver, de savoir quoi faire exactement ou de savoir à qui faire confiance quand l'information reçue, elle est légèrement conflictuelle. Donc, on l'observe, entre autres, beaucoup dans les réseaux sociaux où c'est très polarisé. Donc, les positions sont très dichotomiques. Puis, on l'a vu aussi beaucoup avec une montée au Québec là, de certaines théories du complot. Donc, nous, depuis avril 2020, on mène une veille du contenu public là, dans les médias sociaux au Québec. C'est un projet qu'on mène en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Donc, eux font cette veille-là au niveau international, global, pour tous les pays dans les 6 langages de l'ONU. Puis nous, on utilise les mêmes approches, mais avec un focus spécifique sur le Québec, donc une analyse plus fine de vraiment ce qui se dit dans les médias sociaux au Québec. Donc, notre recension, elle couvre autant les pages Twitter, Facebook public que le contenu des grands médias qui est mis en ligne. Ça inclut aussi les vidéos YouTube, tout ça. Puis, c'est une recension que l'on fait chaque jour avec une analyse qui est faite
de façon hebdomadaire qui combine des techniques d'intelligence artificielle pour classer, identifier les publications, mais qui est revu aussi par des personnes, des êtres humains qui vont recoder le contenu puis l'interpréter. Et ce qu'on suit, c'est basé sur une taxonomie qui a été développée par l'OMS, donc qui reprend 5 thèmes. Quelles sont les causes de la COVID-19? Les publications qui portent sur la maladie, soit les symptômes, soit les modes de transmission. Les discussions qui portent sur les traitements possibles, les médicaments pour prévenir ou lutter contre les symptômes de la COVID. Les interventions, ça inclut l'ensemble des mesures de confinement, par exemple, les interventions aussi comme la vaccination ou les interventions à plus large échelle. Puis, le type d'information, donc plus qu'est-ce qui est des questions qui sont posées, les informations qui sont partagées. Puis, en plus de regarder l'information sous l'angle de ces thèmes-là, on regarde aussi le contenu ou l'angle selon les émotions à partir de 6 émotions du deuil, donc le déni, la tristesse, l'anxiété, la peur, la colère et l'acceptation. Et donc, je vais discuter plus largement de l'exemple de la vaccination. C'est un thème qu'on suit depuis avril 2020. Donc, même si avant qu'il y ait des vaccins, il y avait quand même des discussions entourant la vaccination. Puis c'est aussi mon champ de recherche habituel, donc le sujet qui m'intéresse particulièrement, donc même avant la vaccination contre la COVID-19. Donc, vous voyez ici un exemple d'une des pages de notre analyse là, qui porte sur les recherches Google sur les vaccins entre décembre puis avril. Donc, au moment où les vaccins ont été approuvés pour utilisation au Canada jusqu'au printemps, avant que la campagne populationnelle soit lancée. Je ne vous ai pas mis les résultats rétrospectifs, mais ce qu'on a vu, c'est que même en avril 2020, il y avait déjà beaucoup de discussions entourant la vaccination, mais plus on avançait ou plus les vaccins étaient près de leur mise en marché, plus les conversations ont augmenté à ce sujet-là. Ce qu'on observait en ligne aussi, c'est vraiment une omniprésence du discours très critique à l'égard des vaccins, voire contre les vaccins, principalement provenant de quelques comptes ou de quelques personnes, mais qui étaient très, très, très influents dans le nombre de publications, puis aussi leur capacité de rejoindre plusieurs internautes. Donc, c'est un discours très critique, mais très, très présent. Puis ce qu'on a vu aussi, c'est une diminution de l'influence de ces comptes-là en lien avec à l'été dernier, là, les grands médias sociaux ont pris intervention, donc YouTube, Instagram, Facebook ont mis en place des politiques pour essayer de contrer la désinformation sur les vaccins et ont fermé plusieurs comptes qui étaient liés aux thèses complotistes de QAnon, puis d'autres comptes aussi. Et donc, nous, ce qu'on a dans notre suivi des discussions en ligne, on a réellement vu un impact dans le sens d'une diminution marquée du contenu contre les vaccins suite à le retrait de ces groupes-là, qui est probablement aussi une migration dans des groupes Facebook fermés, donc des groupes sur lesquels on peut pas... on a peu d'informations sur le contenu, sur ce qui se dit, et donc, ce n'est pas nécessairement que ces discussions-là ou ces commentaires-là sont disparus, c'est juste qu'ils sont disparus de l'espace public et ont migré vers la sphère privée. Si je vous présente une analyse des réseaux sociaux en ligne au Québec en lien avec les discussions sur la vaccination, donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a différents thèmes ou il y a différents nœuds, puis que les groupes qui ont des positions parfois très différentes sur la vaccination se rejoignent peu. Donc, c'est vraiment, quand on parle de réseaux sociaux, il y a vraiment le phénomène de chambre d'écho, puis le phénomène avec les algorithmes, selon ce qu'on recherche, selon qui on suit, on va être exposé à du contenu très, très, très différent. Donc,
C'est ce qu'on voit là, avec ces discours-là. Et dans ces groupes-là, ben, il y a des gens qui sont très actifs contre les vaccins, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont aller rejoindre d'autres groupes qui n'ont pas cette même plateforme-là. Donc, on voit vraiment le phénomène de chambre d'écho. En termes d'intervention de santé publique, si on veut agir en ligne ou faire la promotion de la vaccination en ligne, mais ça pose toute la question de comment rejoindre, comment pénétrer ou aller chercher ces chambres d'écho-là, parce que probablement que les messages que l'on pose ou l'information que l'on donne, elle va rejoindre des gens qui adhèrent déjà à notre position ou qui sont déjà informés sur ces enjeux-là par d'autres mécanismes, et que probablement les interventions qui visent à rejoindre les personnes qui sont plus hésitantes par rapport à la vaccination, bien, manquent la cible parce qu'on n'est pas dans la bonne chambre ou dans la bonne chambre d'écho, dans le bon réseau. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est que lorsqu'on regarde le contenu, ce qui se discute en ligne, que ce soit récemment sur le passeport vaccinal, l'obligation de vaccination des travailleurs de la santé ou antérieurement au moment où la campagne de vaccination populationnelle a été lancée, ce qu'on voit, c'est essentiellement majoritairement négatif, avec majoritairement un langage émotif d'anxiété, de colère, donc, un langage émotif négatif. Par contre, quand on regarde, là, je présente les résultats de nos sondages sur la vaccination, bien, ce qu'on voit, c'est que la très grande majorité de nos répondants au sondage et de la population au Québec a reçu les vaccins. Donc, si on regardait uniquement le contenu dans les réseaux sociaux pour se faire une idée de ce que les Québécois pensent de la vaccination, on aura un portrait qui serait très largement négatif. Alors que dans les faits, bien, la très grande majorité des Québécois ont reçu 1 voire 2 doses de vaccin. Donc, il faut toujours analyser cette information-là à la lumière du fait que c'est non représentatif, du fait que ce sont souvent les gens avec les opinions les plus tranchées qui vont s'exprimer dans les réseaux sociaux, et donc forcément, ça va donner un portrait biaisé de la situation. Ça ne veut pas dire que c'est inutile de suivre le contenu de ce qui se discute en ligne pour nous donner une idée de quels sont les mythes, quelles sont les rumeurs, quels sont les enjeux à anticiper. Par contre, il faut se rappeler que ce n'est pas nécessairement représentatif de l'opinion générale. Donc, pour conclure ma présentation, mes conclusions après 1 an et demi de recherche en continu sur ce thème de l'adhésion de la population aux mesures recommandées, c'est que malgré ce qu'on peut entendre, malgré le fait qu'une bonne proportion d'entre nous ressentent une certaine fatigue pandémique, l'adhésion demeure généralement bonne et élevée. Puis on peut le voir avec le succès de la campagne de vaccination. Donc, on est un des endroits dans le monde avec les plus hauts taux de vaccination, là. Donc, c'est très positif. Puis, les gens se mobilisent, entre autres, quand l'ambiance ou le contexte médiatique fait en sorte que la perception des risques augmente. Donc, les gens sont encore mobilisés. Comme je l'ai dit en début de présentation, le focus ici est beaucoup sur les comportements déterminants individuels. Par contre, il ne faut jamais oublier le contexte social, culturel, historique, politique, organisationnel qui fait en sorte qu'on est capable ou non de suivre ou qu'on peut ou non suivre les recommandations. Donc, on sait que pour certaines personnes, c'est impossible de prendre congé si on a un test positif à la COVID. Donc, il faut se rappeler tous ces enjeux-là. Pour certaines personnes, il y a des barrières importantes à l'accès aux services de vaccination, même au Québec. Donc, ces facteurs-là sont importants à prendre en considération aussi. Puis, ben, en lien avec la communication, plus spécifiquement, les principaux enjeux durant la pandémie, ben, c'est vraiment les incertitudes ou l'évolution des connaissances scientifiques, puis l'adaptation des messages par rapport à ces incertitudes-là. Puis on l'a vu, un bon exemple, c'est le port du masque qui n'était pas recommandé au début de la pandémie et qui est devenu recommandé. Puis ces valses-là sont beaucoup reprises par les gens qui critiquent la gestion de la pandémie ou qui critiquent les mesures recommandées pour mettre de l'avant qu'il manque de données ou qu'on change d'idée. Donc, c'est vraiment un défi de communiquer les incertitudes pour préparer des changements éventuels, mais quand même de s'assurer de l'adhésion de la population.
puis un collègue expert en communication, François Lagarde, pour ne pas le nommer, rappelle toujours que quand on communique en santé publique, on communique des messages collectifs. Donc, c'est une communication qui s'adresse à tous, mais les gens reçoivent ces recommandations-là ou reçoivent ces messages-là dans une perspective individuelle. Donc, on va interpréter le contenu à la lumière de qui on est, nos valeurs, nos attitudes, nos croyances. Puis, même si le message s'adresse à tous, on va vraiment toujours l'interpréter puis le comprendre selon qui on est. Donc, c'est important de le garder en tête quand on communique. Puis, avant de passer la parole à Doriane, ou peut-être en préparation à la période d'échange qui va suivre, je pense qu'il y a des enjeux majeurs ou des questions majeures par rapport à la confiance et la légitimité des discours scientifiques dans le contexte d'une pandémie où la science a vraiment été mise de l'avant, vraiment été mise sous les feux de la rampe. Donc, on a vu beaucoup d'études ou de conclusions basées sur une étude être discutées, présentées, puis on sait que la science évolue par accumulation de données, puis que, bon, une étude peut dire quelque chose, une autre étude peut dire le contraire, puis c'est quand on a plusieurs études qu'on vient avoir un consensus scientifique, puis être capable d'avoir des recommandations basées sur les meilleures données probantes. Ces allers-retours-là ou ces débats-là ont toujours existé dans le monde scientifique. Par contre, ils ont été réellement mis à l'avant-plan avec la pandémie. Donc, ça peut avoir pu affecter la crédibilité de la science comme institution en général parce que ces débats-là ont été perçus comme un manque de certitude, alors que c'est vraiment plus le processus scientifique en soi. Puis en termes de communication ou discussion, bien, ce qu'on a vu aussi dans le contexte de l'infodémie, c'est vraiment une multiplication de différents messages, pas nécessairement de désinformation, des messages par des acteurs bien intentionnés, mais qui a fait en sorte de générer peut-être de la confusion parce que différentes personnes disent différentes choses. L'objectif est le même, mais la façon de le dire peut être perçue comme différente puis générer de la confusion. Puis enfin, bien, le dernier point, c'est vraiment le rôle et l'influence des discours dans les médias sociaux et comment générer cette masse de données-là qui est très intéressante pour comprendre les préoccupations, pour avoir une idée des perceptions, pour apprendre le pouls de la population, mais qui est en même temps pas toujours représentatif. Puis comment contrer toute la désinformation en ligne sans contribuer à l'infodémie ou sans rajouter à la surabondance existante d'informations. Donc voilà quelques questions. Puis en terminant, bien, je remercie mes collègues qui travaillaient avec moi sur ces projets-là qui ont aussi été financés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc voilà qui met fin à ma présentation. Je vais arrêter le partage d'écran pour passer la parole à Doriane. Je vais reprendre la parole juste un petit peu avant pour présenter Doriane. Merci beaucoup, Mme Dubé. Effectivement, ça met la table à notre session d'échange qui suivra. Doriane va nous présenter en fait son projet de recherche, donc santé numérique, application en ligne dans le contexte des maladies infectieuses. C'est une courte présentation et je crois que ça fait partie aussi des solutions que vous avez énoncées, d'avoir accès à de l'information claire. Les médias sociaux sont évidemment un outil numérique pour avoir accès à de l'information. On pourra débattre de leur qualité tout à l'heure, mais il y a toutes sortes d'outils qui peuvent être amenés à contrer l'infodémie, dont ce que va nous parler Doriane Etienne. Donc, Doriane, la parole est à toi quand tu es prête. Oui, merci Catherine, merci Ève de m'avoir introduit. Là, aujourd'hui, je voulais vous montrer un peu ce qu'il était possible de faire, justement, en termes d'outils de communication. Parce que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que mon projet de recherche va s'insérer à la croisée de 3 domaines spécifiques, donc la santé publique, la prise de décision en santé, et puis la santé numérique.
Ce qui est important, ce dont je voulais vous parler un peu, c'était de mon lieu de recherche, parce que nous travaillons avec une équipe multidisciplinaire de développeurs, de designers, de médecins, d'ingénieurs, sur des travaux d'interaction personne-machine en éducation de la santé, mais aussi en communication et en prise de décision, avec des méthodes de design inclusif et de développement d'outils. Donc, le but de la chaire de recherche du Canada en santé numérique axée sur les personnes dont fait partie le laboratoire d'Olly Whitman est de créer des outils numériques d'aide à la décision qui sont conviviaux, accessibles, bien conçus et adaptés aux personnes qui les utilisent. Puisqu'il est important en termes de santé publique que les personnes prennent des décisions éclairées et adoptent les bons comportements qui vont influencer leur propre santé ainsi que celle des autres. Donc, les outils d'aide à la décision sont des outils structurés, comme je vous le disais, qui vont aider les populations à prendre ces décisions en santé en toute connaissance de cause, et puis les aider à se rassurer par rapport à celles-ci. Donc, les outils d'aide à la décision vont être créés pour aider les personnes qui s'interrogent ou qui manifestent un conflit décisionnel, c'est-à-dire des personnes qui vont verbaliser une incertitude relative à un choix, une préoccupation au sujet de résultats non désirés, qui vont manifester une hésitation entre plusieurs options, ou lorsqu'il y a remise en question des valeurs de la personne ou d'un doute de ce qui est désirable ou non par rapport aux informations qu'elles sont reçues. Et puis, ça va être aussi la remise en question aussi des attentes ou des perceptions non réalistes. Ça peut être aussi, donc, comme on a vu avec la décision vaccinale, une certaine pression sociale pour choisir une ou l'autre des options. Donc, ce qui est important à savoir ici, c'est que du coup, mon projet de recherche va être basé sur 3 outils qui vont être développés pour justement pallier tout ça. Donc, il s'agit d'une première intervention qui a été créée par une de mes collègues, Ina Hakim, qui explique à l'aide d'une animation de 3 minutes le concept complexe en santé qui est l'immunité collective. Le deuxième projet, c'est une intervention pour comprendre la distanciation sociale dont je vais vous parler un peu plus tout à l'heure. Et puis un outil de la décision sur la clarification des valeurs. Et ces 3 outils vont être assemblés dans mon projet principal, qui est un outil d'aide à la décision pour la vaccination contre la COVID-19. Donc, au début de la pandémie, on a constaté qu'il y avait un écart d'information entre les outils qui étaient développés en mars dernier. Donc, l'information était soit très complexe sur les sites des agences, les sites web des agences et les infographies qui étaient créées, ou soit les explications étaient très simplifiées avec des vidéos qui expliquaient la distanciation sociale, par exemple avec des balles de ping-pong. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas utiliser l'outil expliquant l'immunité collective qu'on avait déjà créée. Donc, en moins de 3 semaines, on a créé une application web sur la distanciation sociale. Donc, cette application explique dans une animation courte de 3 minutes la distanciation sociale. Donc, pour vous expliquer un peu le fonctionnement, la personne crée son avatar personnalisé et cet avatar est intégré donc, dans une animation qui va expliquer ce qu'est la distanciation sociale et ce qui se passe en distanciation sociale. Donc, l'objectif était vraiment de créer, d'expliquer ce qu'était d'une part une intervention non pharmaceutique, parce que la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler ou peu de la distanciation sociale avant le début de la pandémie. Et puis l'idée aussi, c'était de pouvoir aider à prendre des décisions fondées sur les données probantes. Donc là, c'est un peu un outil de vulgarisation scientifique qu'on a réalisé. Donc, on a lancé cet outil sur les réseaux sociaux en avril dernier, en avril 2020, pardon, et on a eu 3600 visites en un mois, et ces visites étaient
de 82 pays, donc on ne s'attendait pas à une si large répercussion de notre outil. Donc là, comme vous pouvez le voir, là je vous ai mis un extrait de l'outil qui explique donc quel est l'élément entre la mise en place, la transmission avec la distanciation sociale et la transmission sans la distanciation sociale. Et le troisième outil qui va intégrer donc, cet outil d'aide à la décision est un outil d'aide à la clarification des valeurs qui a été développé pour aider les parents et les tuteurs à prendre des décisions fondées sur les preuves et conformes aux valeurs concernant la vaccination des enfants. Cet outil est aussi utilisé dans un projet réalisé en partenariat avec l'INSPQ qui présente les informations relatives au virus du papillome humain et qui aide à prendre les décisions sur les informations concernant la vaccination des jeunes enfants. Donc, ce que je voulais vous partager aussi, c'est l'idée que ce qui est important, en tout cas avec la pandémie, c'est l'idée d'utiliser la science ouverte. Donc, tout ce qu'on va développer, à savoir le code, les essais qu'on va réaliser pour valider et connaître l'efficacité de nos projets seront partagés. Donc, et les données notamment seront anonymisées pour pouvoir permettre faire avancer la recherche. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le contexte de la pandémie, il était important d'avoir des informations scientifiques fiables avec un équilibre informationnel intéressant, puisque ce qu'on a vu en début de pandémie, c'est que cet équilibre informationnel n'était pas forcément retrouvé et qu'il était difficile de comprendre les concepts scientifiques, notamment par rapport à la distanciation sociale, mais aussi informer les gens par rapport aux options disponibles. Donc, on est conscient que nos outils développés ne vont pas servir à tout le monde, mais qu'ils sont là pour vraiment aider à combler le manque qu'il y a entre l'information en surabondance et la non-information. Donc, c'est pour ça qu'on souhaite vraiment produire des outils de communication qui expliquent les concepts complexes, qui sont basés sur la science en produisant des données qui sont probantes. Ce que je n'ai pas dit, c'est que nous avons intégré donc, dans cet outil pour une mise à jour régulière, dans le sens où tout ce qui va être toutes les dernières nouveautés concernant la vaccination et tout ce qui va être disponible en matière de science sera intégré au jour le jour dans l'outil d'aide à la décision. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et j'espère avoir pu vous donner un exemple de ce qu'il est possible de faire avec le numérique en santé pour aider à fournir la bonne information aux utilisateurs. Super, merci beaucoup. J'aime bien cette phrase que le public est devenu un consommateur avide de conseils scientifiques fiables. Pour moi, ça a changé toute ma vie cette année. Mesdames Dubé et Dionne, je vous inviterai à allumer vos caméras. Vous êtes là, d'accord. Doriane, merci beaucoup pour cette présentation. C'était clair. Je ne doute pas de l'utilité de tout ça, mais tout reste à démontrer, effectivement. Pour la suite, il nous reste environ une demi-heure tous ensemble. Je vous inviterai à poser des questions dans le questions et réponses afin qu'on puisse débattre, discuter de l'infodémie ou de n'importe quel sujet qui a été abordé pendant les présentations de Mme Étienne et de Mme Dubé. Je suis désolée pour mes problèmes techniques aujourd'hui. J'ai dû changer d'ordinateur. J'espère que tout se passe bien avec celui-là. Vous êtes vraiment dans mon intimité cette fois-ci.
On a Donc, déjà reçu. Oui, c'est ça. Est-ce que tu les vois, juste vu que tu t'es déconnecté, je ne savais pas si tu les voyais toujours, les questions-réponses qu'on a reçues. On en a une de M. Julien Chapdelaine qui demande à Mme Dubé, l'infodémie propulsée par la pandémie risque de faire partie de notre quotidien. Selon Ève, comment les chercheurs peuvent faire partie de la solution? C'est une bonne question. Je pense que de comprendre comment les gens vont chercher l'information, c'est quoi les mécanismes de recherche d'information, de validation, mieux comprendre ces réalités-là va être utile pour mieux communiquer d'un point de vue scientifique. Je pense que comme chercheur aussi, on doit se questionner par rapport aux exigences maintenant pour l'obtention de subventions, au fait qu'on va être invité comme chercheur à beaucoup diffuser ou faire du transfert de connaissances, puis que parfois ce transfert de connaissances-là n'est pas toujours fait. Bon, on peut être expert très pointu dans un domaine de recherche, mais pas nécessairement expert en communication ou expert en transfert des connaissances. Puis en voulant partager de l'information, parfois on va générer même de l'infodémie. On l'a vu, entre autres, beaucoup sur les découvertes scientifiques par rapport au traitement. C'est super d'avoir un essai sur un groupe de patients puis avoir des résultats prometteurs. Ça ne veut pas nécessairement dire que la molécule qui va guérir de la COVID, on l'a trouvée. Puis toutes ces interventions de communication-là peuvent être reprises ou mal comprises, mal interprétées. Donc, il y a vraiment un enjeu là de comment communiquer, faire du transfert de connaissances, mais pas contribuer à de la confusion. Il y a aussi tout le phénomène du journalisme scientifique qui était avant les porte-paroles ou les experts communicateurs qui étaient bien capables de comprendre, d'interpréter la science et de la communiquer. On sait tous les enjeux que les grands médias vivent avec le manque de financement, le fait que ces position-là ou ce travail-là est beaucoup moins mis de l'avant. Et donc, ce qui va arriver, c'est que ça va être des journalistes qui vont couvrir différents sujets qui n'ont pas nécessairement une formation scientifique, qui vont couvrir certaines découvertes. Puis là, ça peut être mal rapporté. Donc, ça ramène aussi toute l'importance comme scientifique de répondre positivement aux demandes d'entrevue, d'essayer d'expliquer le mieux possible ce qu'on a fait, les limites de ce qu'on a fait pour que notre message soit bien communiqué, bien transmis dans les grands médias. Donc, je pense il y a plusieurs acteurs dans l'écosystème d'information. Puis, comme chercheur, on a un rôle à jouer, mais ce n'est pas que nous, mais parfois, on entend souvent dire que les gens ne comprennent pas bien la science ou les gens ne comprennent pas bien la démarche scientifique, mais je pense que là, comme scientifique, on a un rôle de bien l'expliquer, bien le vulgariser, bien faire comprendre ce qu'on fait de différentes façons, puis de façon adaptée au public que l'on vise. Mais j'imagine que, mesdames, vous avez aussi, comme experte TIC, d'autres éléments à ajouter à ce sujet. Mais je vais rebondir un petit peu justement en lien avec des choses qu'on a fait, entre autres, juste vous rappeler, chers chercheurs, que vous n'êtes pas seuls, qu'il y a des instances là, pour vous accompagner. Justement, il ne faut pas tout le temps porter le poids du monde sur vos épaules. Il y a de l'aide qui vient des départements de communication pour vous assister là, quand vous avez des demandes et tout ça. Négligez pas, là, ça peut vous aider, puis ça peut tout changer aussi, comment vous abordez votre relation au grand public. Puis il y a toutes sortes d'instances là, pour aider entre la mobilisation, le transfert de connaissances. Donc, il y a de la science aussi qui se fait là-dessus. Il y a de la recherche qui se fait sur le transfert de connaissances, pour ne pas les nommer. Par exemple, l'équipe Renard se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est efficace. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être justement transférées et être intéressantes là, à se poser comme question. Pour être artisane du domaine, je vous dirais, demandez toujours à qui vous parlez pour essayer de stepping on giant shoulder. Vous demandez c'est quoi, où ils en sont rendus dans leur compréhension, puis comment je peux me greffer à leur connaissance pour aller plus loin. Mais c'est toujours dans l'idée du réseau de concepts, là, puis là, ça, c'est ma formation en neurosciences là, qui vient polluer ou interférer avec tout ça. Donc, tu sais, de se dire comment on peut juste grossir ou étayer les connaissances déjà en place.
dans une vue d'empathie. Bref, là, je diverge. Mais merci. Juste pour dire, vous n'êtes pas seul, mais le chercheur, plus il va prendre de place, plus ça va être bénéfique. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Je ne sais pas pour autres, les autres panélistes, Émilie ou En fait, Doriane, j'allais si vous voulez simplement dire rebondir que sur la question. Sinon, on a plein d'autres questions. On a plein d'autres questions qui se sont alignées. oui, c'est ça. On a 2 questions qui ont été mises à 12h30, donc je vais passer à celle-là, mais peut-être juste pour rebondir aussi, j'ajouterais que moi, ce que je trouve fascinant aussi, c'est que à partir du moment où on parle de communication scientifique, de vulgarisation scientifique, de confiance aussi, c'est là qu'on se rend compte de vraiment l'incontournabilité, qui n'est pas un mot, mais moi, j'aime inventer des mots comme chercheur, justement, mais de la multidisciplinarité, de l'interdisciplinarité. Puis c'est là qu'on se rend compte, justement, Catherine, tu disais, les départements de communication, ça fait vraiment des années qu'on se pose des questions sur comment est-ce que les messages sont compris. Puis bon, Ève, tu es anthropologue, donc tu es au courant de ça, bien sûr, mais comment les messages sont compris, comment les médiums, dans le fond, peuvent transformer, peuvent influencer le message, la compréhension des messages. Évidemment, les êtres humains sont vivants, les sociétés sont vivantes, donc ce qui était vrai il y a 60 ans l'est pas maintenant non plus. Donc, on a toujours besoin de travailler avec des anthropologues, des sociologues pour essayer de comprendre les sociétés d'aujourd'hui, comment les technologies à toutes sortes de niveaux ont transformé les gens aussi. Donc, c'est vraiment, de manière incontournable, un travail multidisciplinaire. Là. Mais c'est ça, on a plusieurs questions qui émergent, vraiment toutes des bonnes questions. Donc, moi, je vais y aller un peu chronologiquement, puis retourner dans le passé. Bon, il y en a plusieurs qui ont apparu. On fait défiler mon truc. Donc, on a une question de Mamadou Mustapha qui demande, à Ève Dubé, est-ce que les réseaux sociaux n'ont-ils pas favorisé la démocratisation de l'accès aux services de santé dans le monde? Alors, très bonne question. Une bonne question. Généralement, il y a comme 2 perspectives très opposées. Donc, il y a des gens qui disent oui, ça a permis de favoriser l'inclusion, de favoriser la diversité, de favoriser l'accès à l'information de façon plus large. Puis, une autre perspective très contraire qui fait en sorte que c'est un terreau fertile de désinformation, c'est très difficile pour les gens de repérer le vrai du faux, ça a complètement changé l'écosystème et donc non, ça l'a empiré en quelque sorte. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que on est passé l'expertise telle qu'elle était reconnue avant, ou il y a une vingtaine, trentaine d'années, où on accordait aux professionnels de la santé, aux médecins, à l'infirmière, l'expertise en santé, puis qu'on se fiait beaucoup aux recommandations. Ça a beaucoup changé. Puis ce qu'on voit davantage maintenant, c'est une triangulation de l'information, puis de l'information qui va être validée dans nos réseaux sociaux, donc les médecins, les infirmières, les professionnels ne sont plus les seuls détenteurs de cette expertise-là, elle est plus partagée. Puis là, selon avec qui on est connecté, bien, on va se fier davantage, faire confiance davantage à certaines sources qu'auparavant. Je pense que c'est vraiment un changement de paradigme complètement. Donc, il faut faire affaire avec ça. Puis, moi, des fois, je fais de la formation continue sur la vaccination avec des professionnels de la santé qui peuvent être complètement dépassés par la recherche intensive sur Google en préparation à la rencontre avec le médecin. Puis, ça peut être très confrontant pour un professionnel de la santé. Puis, bien évidemment, eux ne vont pas tout lire, tout ce qu'ils peuvent se dire. Donc, comment se tenir à jour pour répondre aux questions légitimes des gens qui sont allés chercher de l'information? Quelles sont les bonnes sources? Bon, je pense que c'est vraiment, on est ailleurs. Donc, je pense que oui, les médias sociaux ont du bon. Puis, je me dis, bien là, ça fait partie de nos vies. C'est plus, il faut apprendre à communiquer dans ce nouvel écosystème-là. Puis, c'est pas nécessairement... C'est ça, là. Donc, oui, ça donne accès davantage, ça permet de connecter, de réseauter. Ça a certains effets pervers là, avec lesquels il faut vivre, puis il faut peut-être apprendre à mieux gérer.
Donc, je ne suis pas sûre que je réponds 100% à la question. Mais en fait, j'aurais envie de rebondir aussi parce que ta question, de la question, ce qui est intéressant, c'est est-ce que les médias sociaux versus les nouvelles technologies, parce que c'est vrai qu'au début de la pandémie, on a vu quand même le système le réseau de la santé se mobiliser beaucoup dans développer les outils de la télémédecine, là, par exemple, alors que pour les gens qui étaient très intéressés par ce domaine-là, où on se disait, voyons, pourquoi ça ne débouche pas? Puis là, la pandémie, elle a vraiment eu un gros effet catalysant. Puis en fait, et là, en ce moment, il y a toutes sortes d'études aussi qui regardent un petit peu les profils, justement, d'utilisation des outils de la télémédecine qui ont été mis à disposition selon c'est quoi le besoin, différents services. Là, si on parle de soins de santé de première ligne, là, voir un médecin de famille, ou si on est dans des soins de santé mentale, psychologique, puis dépendamment où est-ce qu'on est aussi, est-ce qu'on vit en milieu urbain, milieu rural, si on a accès à un endroit, qu'on a l'impression qu'on a une pièce fermée déjà avec des murs, des murs qui nous permettent une intimité. Fait que c'est très intéressant aussi de voir la différence puis le genre de disparité que ça aussi, ça peut créer, puis du fait que oui, ça permet d'aller peut-être répondre à certains besoins. Puis ça a eu vraiment du bon pour des gens, justement, qui ont une relation déjà établie, puis que là, maintenant, ils ont des enjeux de santé chronique, bien là, ils ont accès beaucoup plus facilement, ils n'ont pas besoin de se déplacer, ça enlève le temps de déplacement pour des gens, justement, qui vont être dans des régions plus éloignées. Mais pour des gens qui, eux, n'avaient déjà pas de connexion, développer un lien avec une personne sans avoir jamais ce contact en personne, c'est que c'est vraiment très difficile. Mais c'est ça, fait qu'il y a comme cette différence-là entre médias sociaux versus juste les technologies comme telles. Je passe à une autre question qui a été posée aussi vers 12h30 de la part de Marie-Ève Vogel-Robert. J'espère que je prononce bien votre deuxième nom de famille. Petite question sur votre veille des médias sociaux et grands médias. Est-ce que vous allez analyser les données par région? J'imagine que oui, mais je vous laisse répondre, Ève. Il y a des enjeux. Dans les médias sociaux, non, on analyse le contenu tagué au Québec. Il y a quand même de la géolocalisation qui peut être assez fine, mais il y a beaucoup de limites à ça. Puis ces différences-là varient selon les plateformes. Donc, on ne peut pas aller dire Montréal versus Roberval pour dire quelque chose. Là. Donc, on va pas à ce niveau de détail-là. C'est quand même intéressant de comparer notre veille au Québec avec la veille faite par l'OMS à travers le monde parce qu'on voit quand même de la circulation de l'information, de certaines rumeurs ou de certaines tendances qui est observée dans d'autres pays quand elles arrivent au Québec. Et si elles arrivent au Québec, si elles ont une résonance particulière ou non, là, puis de faire ces comparaisons-là. Par contre, on ne va pas aller jusqu'au fin détail intra-Québec. Merci. On a quelques questions encore. On s'interroge en fait sur les différents acteurs entre les personnes qui reçoivent l'information et les personnes qui diffusent l'information, un peu qu'est-ce qui les caractérise. Je vais prendre la question de Julie Bélanger qui est plus précise. Est-ce qu'il y a des différences entre les attitudes de consommation d'informations et comportement envers les vaccins COVID qu'envers les autres vaccins communs? C'est peut-être quelque chose que vous connaissez, Mme Dubé. Est-ce qu'on est rendu à observer des différences? Bien, la pandémie de la COVID, elle est particulière dans le sens que l'on vise à vacciner toute la population adulte. L'autre expérience qu'on a eue, c'est avec le vaccin H1N1, mais la situation était très différente de celle d'aujourd'hui. Et donc, la plupart des études portent sur la vaccination des jeunes enfants, donc les attitudes, comportements, croyances des parents, ou alors des adolescents pour la vaccination scolaire contre le VPH dont Doriane a parlé, par exemple. Donc, il y a cette différence-là. Par contre, ce qu'on observe en termes de croyances, de craintes, de comportement, ça ressemble à ce qu'on observait chez les parents. La proportion de personnes hésitantes, étrangement, elle est plus faible que quand on regarde les parents. On disait à peu près 30% des parents sont hésitants à un certain niveau par rapport au vaccin des jeunes enfants, alors que pour la COVID, on était plus dans l'ordre de 15%. Il y a quand même une différence, mais l'hésitation, elle augmente aussi, elle diminue aussi avec l'âge. Donc,
plus on est jeune, plus on est hésitant, plus on est âgé, moins on est hésitant. Et donc, le fait d'avoir des jeunes enfants fait aussi en sorte qu'on est souvent dans la vingtaine, dans la trentaine. Donc, il y a cette association-là. Donc, oui, il y a des parallèles certains à faire. Les discours, les craintes exprimées, les préoccupations ont déjà fait, si on peut dire les mythes, entre guillemets, là, avaient déjà été soulevés pour d'autres vaccins, par exemple. Merci. Je vais enchaîner avec une question de Isabelle Girard. Les voix institutionnelles des organisations de santé publique devraient-elles être davantage entendues, communiquées et vulgarisées davantage? Si vous... C'est une bonne question. Je dirais que oui. Je pense que beaucoup de Peut-être que je peux la rephraser. Dans un monde idéal où tout le monde a plein de ressources, est-ce que les voix institutionnelles, les organisations, peut-être dans un monde idéal, dans votre monde idéal? Mais je pense que quand on parle de la santé publique au Québec, quand on travaille en santé publique, on est capable de distinguer différentes institutions ou organisations qui ont tous des rôles un peu différents puis des mandats différents. Par contre, dans le grand public, quand on parle de la santé publique, je pense que les gens ils voient une seule et grande entité qui est toute la même chose. Et donc, il y a là un enjeu certainement si l'INSPQ veut, par exemple, diffuser ou faire la promotion, vulgariser davantage, puis que ces travaux-là sont un peu pas nécessairement parfaitement alignés avec ceux du ministère de la Santé. Tu sais, comment communiquer dans cet environnement-là, puis la compréhension qu'ont les gens de la santé publique qui est un seul tout et une seule voix, alors que il y a des mandats régionaux, locaux, nationaux au Québec, il y a des enjeux par rapport à la santé publique fédérale versus provinciale. Donc, il y a plein d'institutions. Cela étant dit, je pense qu'il y a des travaux. Je pense que la réflexion doit se faire au niveau organisationnel, puis mettre peut-être davantage l'accent sur certains mandats, certains travaux que plus le rôle de l'institution ou le mandat institutionnel quand on parle d'influence sur les comportements ou les perceptions ou les attitudes. Qui à qui et comment, oui. On a quelques questions, il nous reste 15 minutes, donc on essaye peut-être de faire un petit tour rapide des questions. Là, je suis désolée, moi j'ai des heures, pour ceux qui ont posé des questions, là, j'espère pas passer devant... Enfin bon, au-delà, je vais prendre celle de M. Massé, Raymond Massé. Au-delà des catégorisations des populations cibles de l'information, il faut réfléchir au contenu de l'information. Avez-vous des données sur la réception comparée des informations de type scientifique, exemple au niveau de risque, et des informations relatives aux valeurs en jeu, par exemple droit individuel, autonomie, solidarité, responsabilité sociale? Donc, est-ce qu'on peut comparer comment l'information est reçue chez nos populations cibles en fonction du contenu de l'information? C'est une excellente question. Nous, on a aussi mené des projets de nature qualitative où là, on a pu discuter avec différents groupes de la population. Je pense que c'est là qu'on est plus allé chercher cette information-là sur comment sont reçus différents messages selon la source, selon le contenu aussi. Puis, on a aussi observé des différences importantes selon différents groupes. Puis, je pense qu'un élément que je ferais ressortir de façon centrale, c'est le rôle de la confiance. Donc, ce qu'on voit, c'est plus on a une méfiance envers l'autorité ou les institutions, moins on va être réceptif, évidemment, aux données scientifiques. Et plus on va faire confiance généralement aux autorités, plus on va accepter d'emblée la donnée scientifique. Donc, il y a vraiment un rôle, puis l'information va être reçue de façon très différente selon ces attitudes préexistantes-là. Puis il y a certaines personnes qui vont se méfier systématiquement de tout ce qui vient des grands médias en disant l'information, elle est tronquée, elle est parcellaire, elle n'est pas juste.
Par contre, on a très peu vu d'appel aux valeurs. On sait la solidarité, l'entraide, tout ça. C'est pas quelque chose qui est ressorti nécessairement de façon accrue dans les messages, entre autres les messages là, gouvernementaux. On a fait beaucoup plus d'interventions un peu plus paternalistes, là, où on dit aux gens quoi faire et quoi ne pas faire, mais sans faire nécessairement appel aux valeurs ou aux attitudes sous-jacentes. Merci. Je pense que je vais lire celle de Mike Tantu qui a été posée à 13h, qui va peut-être faire une suite. Elle dit « Merci pour les présentations. Est-ce qu'il y a des traits de personnalité associés à certaines attitudes ou croyances, justement, anxiété? Est-ce que les jeunes qui sont dans leur quête identitaire se posent plus de questions et moins d'adhésion face aux mesures? » On parlait tout à l'heure de l'adhésion selon, c'est peut-être dur de parler de toutes les mesures ensemble. L'approche pourrait être différente selon l'âge du public visé. C'est toutes des variables à prendre en compte, j'imagine. Tout à fait. Bien, je pense qu'il y a vraiment, vraiment des différences importantes en fonction de l'âge. Donc, plus on est jeune, moins on se considère à risque. Peut-être on est moins réceptif, mais on a quand même fait plusieurs groupes de discussion avec des jeunes adultes et étonnamment, la plupart suivaient la page Facebook de François Legault comme source d'information pour savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Donc, mais effectivement, puis je pense que dans les stratégies ou les messages utilisés par le gouvernement du Québec, il y a quand même eu cet effort-là de rejoindre les gens de différentes façons puis d'adapter les messages en fonction de l'âge. L'adaptation en fonction des publics cibles, bien là, c'est plus compliqué. Puis, il y a vraiment toute la dimension communication de masse. On sait dans les études en communication que, par exemple, les messages de la SAQ sur la sécurité routière vont faire peur à ceux qui avaient déjà peur, puis ne vont pas toucher les gens qui sont ciblés. Même chose sur le tabac. Donc, je pense que c'est des questions complexes. L'enjeu de la pandémie, c'est qu'on a peu de temps. On doit communiquer rapidement, on a peu de temps de réfléchir de façon stratégique à comment bien rejoindre, bien monter notre campagne. Donc, c'est la contrainte là, que l'on vit. Merci. Là, je suis dans un espèce de choix cornélien. J'ai envie de vous amener sur la piste là, qui semble être évoquée dans différents messages. Là, je m'excuse pour tous celles et ceux qui ont posé des questions. Je pense qu'on s'intrigue aussi sur comment convaincre les plus récalcitrants, quels qu'ils soient, plus jeunes, plus vieux, plus anxieux ou plus éduqués, moins éduqués ou en lien, ou qui connaissent mieux ou pas la littératie scientifique et de santé. Est-ce que vous avez un petit point à dire sur comment convaincre les plus hésitants en général ou plus spécifiquement? Une bonne question. Je pense qu'on essaie d'abord de convaincre avant de contraindre, mais maintenant, il y a quand même des mesures environnementales qui ont été mises en place qui visaient à contraindre les personnes, donc de rendre le masque obligatoire. Je pense qu'on peut communiquer sur l'importance du masque. On peut faire appel à la norme aussi. On voit que plus de gens adoptent un comportement. Au début de la pandémie, quelqu'un mettait un masque, tu faisais regarder de travers. Là, c'est l'inverse. Quelqu'un ne met pas de masque, tout le monde regarde de travers. Il y a ce pouvoir-là de la norme sociale, mais il ne faut pas oublier aussi les mesures environnementales qui, je pense, sont mises en place quand on sent que on est dans un contexte d'urgence, d'importance, puis que là, en tout cas, c'est les choix qui sont faits là, pour rejoindre les récalcitrants. Puis je pense qu'Émilie a quelque chose à ajouter. Je vais faire ça bref, en fait. Ce que je voulais peut-être ajouter aussi concernant le récalcitrant, puis que je trouve intéressant concernant, essayer de convaincre avant de contraindre, je pense qu'un autre C qu'on pourrait ajouter là-dedans, c'est comprendre aussi. Puis, une des réalités qu'on voit émerger avec les nouvelles technologies d'information, on parle des chambres d'écho, je pense que ça amène la question de est-ce qu'il y a une seule réalité ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Ce que je veux dire par là, c'est dans quel monde est-ce que les gens vivent? Puis, tantôt, Catherine, tu parlais du réseau de concepts, puis de l'importance du réseau de concepts. Mais je pense que
c'est important aussi, puis ça fait partie de tout ce que tu fais aussi, Ève, là, je m'en rends bien compte, puis aussi Doriane, là, ta recherche portait là-dessus, d'essayer de comprendre, OK, tu sais, comment, tu sais, qu'est-ce que vivent les gens, comment est-ce qu'ils comprennent le monde, pourquoi est-ce qu'ils sont récalcitrants. Puis, tu sais, d'essayer de prendre un peu de recul, de ne pas faire de présuppositions concernant les raisons pourquoi une personne ou un groupe de personnes pourrait être récalcitrant. Parce que si on regarde justement aux États-Unis, on se rend compte que la force du racisme systémique aux États-Unis joue vraiment un grand rôle sur la confiance puis la vaccination, alors que au Canada, on a aussi ça, on en parle moins, mais c'est en fait très, 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 très présent. On en parle moins, puis il y a d'autres profils aussi. Puis tantôt, Ève, tu parlais comment les gens se font regarder bizarre quand ils ne portent pas le masque, mais en fait, le fait qu'on s'est beaucoup moins promené aussi, on a vu qu'il y a vraiment des... comment je pourrais dire, d'autres cloisonnements qui se sont créés de pays en pays, de région en région, ce qui fait que, tu sais, moi, je connais des gens là, pendant l'été qui se sont promenés à travers le Canada, puis qui ont passé à travers le Canada, puis en fait, se sont retrouvés, mettons, dans un autre contexte, une autre province, où là, c'était complètement l'inverse, puis tu sais, eux sentaient vraiment qu'ils devaient porter le masque, mais là, tu sais, je veux dire, ça faisait ridiculiser de porter le masque, tu sais. Puis aux États-Unis, comment on sait que porter le masque est en fait hyper politisé, tu sais, que c'est à la limite presque pas en lien avec la santé publique. Tu sais. En tout cas, je voulais simplement l'ajouter parce que, tu sais, il y a comme ce troisième C-là que je pense aussi qui a été vraiment mis en lumière avec la pandémie. Mais là, je ne peux pas m'empêcher de rebondir avec des données probantes en transfert de connaissances, puis vous dire qu'il y a deux grandes choses à savoir en transfert, mobilisation des connaissances, c'est qu'il n'y a pas un public, il y a plusieurs publics. Puis on les voit, puis on les entend beaucoup plus en temps de pandémie, et c'est tant mieux. Et il faut les définir. Et dans chacun des publics, on se rend compte qu'il y a aussi des sous-publics, parce que si on prend l'exemple des anti-vax, ce n'est pas un groupe homogène non plus. Donc, il y a plusieurs publics et pour répondre à certaines questions, il n'y a pas une stratégie de communication qui est efficace, c'est toujours des stratégies de communication qui sont efficaces. Et ça, c'est des fois, moi, quand je l'enseigne, je parle de l'effet en marketing où on va investir dans toutes sortes de stratégies. Il y en a qui vont coûter cher, qui vont rejoindre 10 personnes, puis il y en a qui ne vont pas coûter cher, mais qui vont rejoindre plein de personnes. Mais elles sont tout aussi valables puisqu'au final, des fois, surtout en période où on apprend en même temps qu'on vit comme maintenant, on ne sait pas c'est laquelle qui va fonctionner. Donc, il ne faut pas non plus voir ça comme une pratique exacte, là, je crois. Et il faut s'essayer, il faut écouter le retour des gens. Donc, il y a une question, par exemple, qui me disait, là, on a beaucoup recours aux influenceurs, aux influenceuses. Est-ce que ça a été évalué? C'est quand même un nouveau phénomène avec la santé publique. Qu'est-ce que ça donne? Je pense qu'ils sont entendus, mais qu'est-ce que ça donne au niveau des concepts et des comportements? On ne sait pas. Ou on sait-tu? La question est pour vous, en fait. Est-ce que ça a été évalué? Et puis, ensuite, on avait d'autres questions plus techniques pour nos présentatrices, parce que je pense que les gens veulent savoir avant de quitter. Est-ce que vous allez donner accès à vos PowerPoint, mesdames? Je peux partager sans problème. Ici, c'est ça. Donc, on le mettra aussi dans le courriel. Même chose pour Doriane, merci. Je m'en doutais puisque c'est tout disponible de toute façon sur YouTube. Donc, voilà. Voulez-vous vous lancer là, sur les influenceurs et influenceuses pour transmettre des messages de santé publique? C'est une bonne question. J'ai vu des études américaines, entre autres, sur le rôle des vedettes dans les comportements de santé et ça peut quand même jouer c'est un facteur d'influence pour certaines personnes qui admirent beaucoup quelqu'un, le fait que cette personne-là se positionne pour ou contre quelque chose, ça peut avoir une influence. Maintenant, je pense que comme tu l'as dit, Catherine et Émilie, il y a plein de facteurs, puis plein de situations, puis ce n'est pas que ça. Puis, je pense que ça va souvent nous convaincre qu'on a pris la bonne décision si ça va dans le même sens que ce qu'on a décidé. Est-ce que ça peut nous faire changer d'idée? Là, c'est peut-être moins certain.
Là, je n'ai pas le choix de parler des billets de confirmation. Il y a un super site web là, qui a été fait en lien avec ça, justement, les billets de croyance, les billets de confirmation. Là. Si vous cherchez, il y a plein de belles informations qui ont été mises sur le web récemment. Je pense qu'on va en rester là pour se donner le temps là, de conclure. Merci vraiment beaucoup à tout le monde d'avoir participé. En premier, je vais me permettre de remercier notre public. Merci d'avoir été présent en si grand nombre, d'avoir été bienveillant, d'avoir été intéressé et nous avoir posé des belles questions. N'hésitez pas à continuer la conversation avec Doriane ou Madame ou Ève via les différents canaux là, que vous pouvez les joindre ou via la page de Ticket Santé. On fera toujours un plaisir de relayer vos questions et vos interrogations. Je vais laisser la parole à Émilie pour le mot de la fin. Mais vraiment, merci beaucoup. Puis désolée pour mes problèmes techniques du début. Merci. Oui, c'était le lancement de notre saison. Il fallait revenir à se réapproprier les outils technologiques, nous aussi. Donc, en tout cas, j'abonde aussi dans le même sens que Catherine. Merci à toutes les deux, Ève et Doriane, vraiment de superbes présentations. Je pense que ça nous équipe bien aussi là, pour la prochaine vague, la prochaine saison. Merci à toute l'audience aussi pour les questions très pertinent, très riche. Comme pour aussi vous rappeler, le webinaire est enregistré, sera disponible sur YouTube. Dans les prochains jours aussi, vous allez recevoir un courriel qui contient toute l'information concernant cet enregistrement-là et aussi pour évaluer le webinaire et nous aider à nous améliorer au-delà des choses que nous aurons nous-mêmes nommées. Et puis aussi, on vous invite à visiter notre page Ticket Santé pour vous inscrire à notre infolettre et être au courant là, de nos prochains webinaires, de nos prochains événements et aussi peut-être certains des autres axes du réseau de la recherche en santé des populations, le RRSPQ, qui promet d'être très, très prometteur et très riche cette saison. Est-ce que j'oublie quoi que ce soit, Doriane, Catherine? Non, c'est bon, tu as tout dit correctement. J'ai juste envie de dire, ensemble, on va vite. Tout seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. Exact. Allons-y. Allons-y. Merci à tous. Merci. Bon après-midi. Merci. Bye-bye.